Maman a hurlé, tu es un mauvais investissement. Dehors. 7 ans plus tard, j'ai racheté sa maison au bord du lac, saisie, en payant comptant. Puis, la sécurité m'a appelé, Madame, les anciens propriétaires refusent de quitter votre maison. J'ai répondu, traînez-les dehors. Madame, les personnes à la grille refusent de partir. Elles prétendent être de la famille. La voix de mon chef de la sécurité crépitait à travers l'interphone. C'était un baryton calme et professionnel qui contrastait vivement avec la scène chaotique qui se déroulait sur le moniteur haute définition monté sur mon mur. J'ai pris une lente gorgée de mon vin. C'était un cabernet millésimé, épais et sombre, du genre qui a le goût du chêne et de l'argent ancien. Je me tenais dans le salon obscurci de l'immense maison au bord du lac, la seule lumière provenant de la cheminée et de la lueur bleue des écrans de sécurité. Dehors, une pluie torrentielle s'abattait sur le nord du Michigan, transformant les jardins paysagers en boue. Sur l'écran, je pouvais les voir. Pamela et Walter, mes parents. Ils avaient l'air pathétiques. Pamela, ma mère, serrait son sac à main de créateur contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger de la pluie. Ses cheveux, habituellement laqués en un casque de perfection, étaient plaqués sur son crâne. Walter, mon père, se tenait derrière elle, courbé dans un coupe-vent qui semblait de taille trop petit. Il frappait aux grilles en fer forgé, criant quelque chose que le vent emportait avant que les microphones ne puissent le capter. Madame, a de nouveau demandé l'agent de sécurité, attendant des instructions. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qu'un requin fait avant d'entraîner un phoque sous l'eau. Je les vois, ai-je dit dans l'interphone. N'ouvrez pas encore la grille. Laissez-les attendre sous la pluie encore 5 minutes. Je veux qu'ils s'imprègnent vraiment. Compris. Je me suis dirigé vers la baie vitrée et j'ai regardé la tempête. 7 ans. Il m'avait fallu 7 ans pour arriver à ce moment précis. Pour me tenir du côté sec de la vitre pendant qu'il se noyait. Je m'appelle Sloan et j'ai 25 ans. Mais pour comprendre pourquoi je laisse 2 quinquagénaires gelés sous une tempête, il faut remonter au jour où ma vie s'est terminée. Ou plutôt, au jour où elle a vraiment commencé. C'était mon 18e anniversaire. Le 3 mars. Je me souviens de la date parce que l'air avait encore ce froid hivernal mordant, du genre qui fait mal aux poumons quand on inspire trop profondément. J'étais entré dans notre salon de banlieue en m'attendant à quelque chose. Peut-être un gâteau, peut-être une carte, peut-être juste un dîner tranquille où nous prétendrions être une famille heureuse pendant 1 heure. Au lieu de cela, j'ai trouvé des valises. 2 grandes valises dépareillées près de la porte d'entrée. Pamela était assise à la table de la salle à manger. Elle ne cuisinait pas. Elle ne souriait pas. Elle tapait furieusement sur son ordinateur portable. Une pile de feuilles de calcul imprimées étalée autour d'elle comme une forteresse. Walter était dans son fauteuil inclinable dans le salon, fixant la télévision, bien que j'ai remarqué qu'elle n'était même pas allumée. Il fixait un écran noir. « Maman » ai-je demandé en laissant tomber mon sac à dos. « Qu'est-ce qui se passe ? On part en voyage ?» Pamela a arrêté de taper. Elle a enlevé ses lunettes de lecture et m'a regardé. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. Il n'y avait même pas de haine. Il y avait juste du calcul. Des mathématiques froides et dures. « Assieds-toi, Sloan » a-t-elle dit. Je me suis assise. Mon estomac a commencé à se tordre. Ton père et moi avons examiné nos finances, a-t-elle commencé, sa voix stable comme si elle dirigeait une réunion de conseil d'administration. Comme tu le sais, nous avons toujours eu des aspirations. Des rêves. Nous lorgnons la propriété au bord du lac au nord depuis 5 ans. Elle est enfin sur le marché. D'accord, ai-je dit, confuse. C'est super. C'est super, a-t-elle corrigé. Mais cela nécessite du capital, un capital important. Et en examinant nos dépenses des 18 dernières années, nous avons identifié une fuite majeure de nos ressources. Elle a tourné l'ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. C'était une feuille de calcul Excel. En haut, en lettres grasses, il était écrit « Sloan, dépenses cumulées ». J'ai regardé les chiffres, horrifié. Orthodontie, 5200 $, a-t-elle lu à voix haute, pointant une rangée avec un ongle manucuré. Cours de piano que tu as abandonné après 2 ans, 3400 $. Vêtements, nourriture, fournitures scolaires, tickets modérateurs. Nous avons suivi chaque centime, Sloan. Elle a fait défiler jusqu'en bas.
La somme totale était surlignée en rouge. 245 890 $. 245 000 $, a-t-elle répété. C'est ce que tu nous as coûté. Et sais-tu quel est le récit, le retour sur investissement de ce quart de million de dollars? Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression d'étouffer. 0, a-t-elle sifflé. En fait, il est négatif. Tu n'es pas un prodige. Tu te maintiens à peine dans la moyenne. Tu n'as pas obtenu de bourse. Tu ne sors pas avec quelqu'un d'une famille riche qui pourrait élever notre statut. Tu es banal. Tu es moyenne et dans cette économie, la moyenne est un handicap. Maman, je suis ta fille, ai-je chuchoté. Des larmes me piquaient les yeux. Je ne suis pas une action. Je suis un être humain. Tu es une adulte, a-t-elle sèchement répondu. Légalement, à partir d'aujourd'hui, ce qui signifie que notre obligation de maintenir cet actif non performant a pris fin. Nous liquidons notre position pour investir dans notre avenir. Nous limitons nos pertes. Elle a montré la porte. Dehors. J'ai regardé mon père. Papa, s'il te plaît. Tu ne peux pas la laisser faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Je suis censé commencer le community college à l'automne. Walter ne m'a pas regardé. Il s'est juste frotté les tempes, sa voix faible et tremblante. Écoute ta mère, Sloan. Elle est douée avec l'argent. Nous avons besoin de cette maison. C'est à notre tour d'être heureux. Pamela s'est levée et s'est approchée de moi. Elle a pris une enveloppe blanche sur la table et l'a enfoncée dans ma poitrine. Nous ne sommes pas sans cœur, a-t-elle dit. Nous avons clôturé le compte d'épargne junior que nous avions ouvert à ta naissance. Voici le solde. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 billets de 20 $, un de 5 $ et 2 de 1 $. 47 $. C'est ton indemnité de départ, a-t-elle dit en ouvrant la porte d'entrée. Le vent froid s'est engouffré. Prends les valises. Elles sont remplies de tes vieux vêtements. Ne reviens pas avant de pouvoir prouver que tu n'es pas un poids mort, ce qui, franchement, je ne pense pas arrivera un jour. Elle m'a physiquement attrapé par le bras et m'a poussé vers le seuil. J'ai trébuché, attrapant les poignées des valises. Tu es un mauvais investissement, Sloan, a-t-elle dit, sa voix pleine de dédain. Et j'en ai fini de jeter de l'argent par les fenêtres. La porte a claqué. Le pen dormant a cliqué. Je me tenais sur le porche de la seule maison que j'avais jamais connue, tenant 47 $ alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. La première nuit fut un flou de choc et d'adrénaline. Je suis resté assise dans ma voiture, une Honda Civic rouillée de 10 ans que j'avais achetée avec mon propre argent de babysitting, garée à 2 rues de la maison de mes parents. Je fixais juste le volant, attendant qu'ils sortent en courant, attendant qu'ils disent que c'était une mauvaise blague, attendant que la lumière du Porsche s'allume en signe de rentrer à la maison. Ça n'est jamais arrivé. À 3 heures du matin, le froid s'était infiltré à travers les fines portes métalliques de la voiture. Je me suis recroquevillé sur la banquette arrière, enseveli sous un tas de vieux pulls d'une des valises, et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge ait l'impression de saigner. J'avais 47 $ et un quart de réservoir d'essence. Quand le soleil s'est levé, la réalité m'a frappé comme un coup physique. J'avais besoin d'une douche. J'avais besoin de nourriture. J'avais besoin d'aide. Je suis allé chez Courtney. Courtney était ma meilleure amie depuis la 3e année. Nous avions planifié toute notre vie ensemble. Nous devions être colocataires à l'automne. Ses parents, les Davison, avaient toujours été gentils avec moi. C'étaient les parents Coles qui nous achetaient des pizzas et nous laissaient veiller tard en regardant des films d'horreur. Je me suis garé dans leur allée à 7 heures du matin, les yeux gonflés et rouges. J'ai frappé à la porte, frissonnante. Madame Davison a ouvert. Elle était en peignoir, tenant une tasse de café. Quand elle m'a vu, son visage ne s'est pas illuminé d'inquiétude. Il s'est tordu en un masque de dégoût. Madame Davison, ai-je croassé. S'il vous plaît, mes parents, ils m'ont mise dehors. Je ne sais pas quoi faire. Puis-je juste entrer et utiliser votre téléphone? Puis-je parler à Courtney? Elle a reculé, bloquant l'entrée avec son corps. Je pense que tu devrais partir, Sloan, a-t-elle dit froidement. Quoi? J'ai cligné des yeux, confuse. Pourquoi? J'ai juste besoin d'aide. Nous savons, a-t-elle dit, sa voix suintant le jugement.
Pamela nous a appelés hier soir. Elle nous a tout raconté. Raconté quoi? Les drogues, a dit Madame Davison, baissant la voix jusqu'à un murmure. Les bijoux que tu as volés à ta grand-mère pour payer ton dealer. La violence dont tu as fait preuve quand ils ont essayé d'organiser une intervention. Ma bouche est tombée. Quoi? Non. C'est un mensonge. Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. Ma grand-mère est morte il y a 3 ans. Je n'ai rien volé. Laisse tomber, a-t-elle sèchement répondu. Pamela nous a prévenu que tu étais une menteuse pathologique. Elle a dit que tu viendrais ici avec une histoire à dormir debout. Nous sommes une famille respectable, Sloan. Nous ne pouvons pas avoir une toxicomane dans notre maison. Juste à ce moment, Courtney est apparue dans le couloir derrière sa mère. Elle tenait son téléphone, pointant la caméra vers moi. Courtney, ai-je plaidé. Dis-lui. Tu me connais. Tu sais que je ne fais pas ça. Courtney m'a regardé avec un mélange de pitié et de répulsion. Je ne sais plus qui tu es, Sloan. Va-t'en avant que ma mère n'appelle les flics. Elle a pris une photo de moi, débraillée, en pleurs, ressemblant exactement à la toxicomane que ma mère avait dépeinte, puis m'a claqué la porte au nez. Je suis resté là, abasourdi. Il ne suffisait pas à Pamela de me mettre dehors. Elle devait d'abord me détruire. Elle avait lancé une frappe préventive, empoisonnant le puits pour que personne ne m'aide. Elle voulait s'assurer que je n'avais nulle part où aller pour que mon échec soit absolu. C'était une bombe nucléaire tactique sur ma réputation. Je suis retourné dans ma voiture et j'ai vérifié mon téléphone. Je suis allé sur Instagram. Bloqué par Courtney. Bloqué par ma tante. Bloqué par mes cousins. J'avais une notification d'un cousin de l'Ohio. Un message direct. Il disait, « J'espère que tu te soigneras, Sloan. Ne nous contacte pas avant d'être sobre. » J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. J'ai crié. Un cri rauque et guttural qui a secoué la petite carcasse de la Honda. Elle avait gagné. Elle avait pris ma maison, ma famille et mon nom. J'ai démarré la voiture. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester dans cette ville. Chaque regard semblait être une accusation. J'ai conduit vers le nord, vers les limites de la ville, simplement parce que c'était la direction dans laquelle la voiture était tournée. Cet après-midi-là, je me suis arrêté à une station-service pour utiliser les toilettes. J'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Mes cheveux étaient gras, mes yeux étaient des cercles sombres et mes vêtements étaient froissés. Je ressemblais exactement à ce qu'il disait que j'étais. J'ai acheté une bouteille d'eau et un paquet de craquelins au beurre de cacahuète. Ça m'a coûté $3,50. Il me restait $43,50. J'ai conduit jusqu'à ce que je trouve un parking de Walmart dans le comté voisin. Je me suis garé au fond, entre un camping-car et une benne à ordures. J'ai incliné le siège. C'était ma nouvelle maison. Une Honda Civic de 2008 avec un voyant, check engine, qui clignotait comme un battement de cœur. J'ai verrouillé les portes, les vérifiant 3 fois. J'ai sorti la clé en croix du coffre et je l'ai placée sur le plancher à côté de moi. Je n'étais plus Sloan la fille. Je n'étais plus Sloan l'étudiante. J'étais juste une statistique, un problème à résoudre ou à effacer. Et alors que le soleil se couchait sur mon 2e jour de liberté, j'ai réalisé que ma mère avait raison sur une chose. Dans le monde réel, personne ne se soucie de votre potentiel. Il ne se soucie que de votre valeur. Et en ce moment, ma valeur était exactement de $43,50. On apprend très vite que le sans-abrisme est surtout une question de logistique. Les films le rendent dramatique. Dormir sous les ponts, se réchauffer les mains sur des feux de poubelle. La réalité est beaucoup plus ennuyeuse et beaucoup plus épuisante. C'est un problème de mathématiques constant et écrasant. Où puis-je faire pipi sans acheter quelque chose? Quels parkings ont des gardiens de sécurité qui tapent à votre fenêtre à 3 heures du matin et lesquels vous ignorent? Combien de temps puis-je faire tourner le chauffage de la voiture pour arrêter de frissonner avant de gaspiller trop d'essence? J'ai appris la technique de la douche au lavabo. On entre dans des toilettes familiales à cabine unique dans une épicerie. On verrouille la porte. On enlève sa chemise et on utilise des serviettes en papier humide pour se nettoyer les aisselles et la poitrine. On se lave le visage. On essaie de se laver les cheveux dans le lavabo, mais le robinet à détecteur de mouvement ne cesse de s'éteindre toutes les 5 secondes.
On se retrouve donc avec du shampoing à moitié rincé qui colle au cuir chevelu. On apprend que la faim n'est pas une douleur vive. C'est un brouillard terne et lourd qui s'installe dans le cerveau. Ça vous ralentit. Ça vous met en colère. J'ai essayé de trouver un travail. Vraiment. Le 4e jour, je suis entré dans un magasin de vêtements à bas prix qui avait une pancarte « On embauche ». J'ai utilisé mes dernières lingettes humides pour me nettoyer le visage. J'ai mis la chemise la plus propre de ma valise. La gérante, une femme à l'air fatiguée nommée Brenda, m'a embauché sur le champ parce que je parlais clairement et que je n'avais pas de tatouage visible. « Pouvez-vous commencer demain ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit, sentant une étincelle d'espoir. « Absolument. » J'ai travaillé pendant 3 jours. J'ai plié des chemises. J'ai organisé le rayon des soldes. J'étais doué pour ça. Je me suis dit, d'accord, c'est ça. Je peux gagner assez pour un abonnement à la salle de sport pour me doucher correctement, puis peut-être une chambre dans une maison partagée. Le 4e jour, la gérante m'a appelé dans son bureau. Elle avait l'air mal à l'aise. « Sloan, nous devons vous laisser partir », a-t-elle dit sans me regarder. « Quoi ? Pourquoi ?» ai-je demandé, la panique montant dans ma poitrine. « Je suis arrivé à l'heure. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Nous avons reçu un appel, a-t-elle dit embrassant des papiers, d'un membre de la communauté concernée. Ils nous ont informé que vous faites l'objet d'une enquête pour vol à votre ancienne résidence et que vous avez un problème de toxicomanie. Nous ne pouvons pas avoir cette responsabilité ici. Mon sang s'est glacé. C'était ma mère, n'est-ce pas? La gérante n'a pas répondu. Elle a juste fait glisser une enveloppe sur le bureau. Voici votre paie pour les 3 jours. En espèces. S'il vous plaît, ne revenez pas, j'ai pris l'enveloppe. 120 $. J'avais l'impression que c'était de l'argent sale. Elle me suivait. Elle ne se contentait pas de me mettre dehors. Elle voulait s'assurer que je ne pourrais pas survivre. Elle voulait que je rampe à genoux pour qu'elle puisse me claquer à nouveau la porte au nez. Novembre s'est transformé en décembre. L'hiver du Michigan n'est pas clément. C'est une bête qui vous chasse. Les nuits se sont allongées. La température est tombée à -12°C. Ma voiture, ma fidèle et rouillée Honda, a commencé à avoir des difficultés. Le moteur toussait et crachotait chaque fois que je tournais la clé. Puis l'inévitable est arrivé. C'était un mardi soir. Un blizzard arrivait. J'étais garé derrière un entrepôt abandonné parce que les flics m'avaient chassé du parking de Walmart la nuit précédente. J'ai tourné la clé pour démarrer le moteur et faire tourner le chauffage pendant 10 minutes. Ma ration nocturne de chaleur. Rien. J'ai réessayé. Silence. La batterie était morte. Ou peut-être le démarreur. Peu importe. Le résultat était le même. J'étais piégé dans une boîte en métal qui se transformait rapidement en congélateur. Je suis resté assise là, dans le noir, mon souffle formant des nuages devant mon visage. Je portais 3 chemises, 2 pulls et un manteau, mais le froid les transperçait comme des aiguilles. J'ai vérifié mon portefeuille. J'avais dépensé la plupart de l'argent du travail en essence et en conserve. Il me restait 4,50 $. La batterie de mon téléphone était à 12%. J'ai fixé l'écran. Je pouvais appeler la police, mais alors quoi? Ils remorqueraient la voiture, ma maison. Je serais dans un refuge, et dans ce comté, les refuges étaient dangereux. J'ai senti une larme gelée sur ma joue. Tu as gagné, maman, ai-je chuchoté à l'air vide. Je suis vraiment une moins que rien. Le froid a commencé à me rendre somnolente. Je savais que c'était un mauvais signe. C'est comme ça que les gens meurent. Ils s'endorment simplement. J'ai secoué la tête violemment. Non, je n'allais pas mourir dans une Honda Civic pour prouver que la feuille de calcul de ma mère avait raison. Je n'allais pas être un poste budgétaire qui se termine par 0. J'ai attrapé mon sac à dos. J'ai fourré mon portefeuille et mon téléphone à l'intérieur. Je me suis enroulé une écharpe autour du visage. J'ai ouvert la portière et je suis sorti dans le blizzard. Le vent a failli me renverser. J'ai vu des lumières au loin, un néon clignotant à travers la neige, à environ 800 mètres sur la route. J'ai commencé à marcher, un pied devant l'autre. La neige m'arrivait au tibia. Mes orteils sont devenus engourdis en quelques minutes,
mais j'ai continué à avancer vers la lumière. C'était un dîner. Le panneau bourdonnait et crépitait. BTS dîner. Ouvert 24h24. J'ai poussé la porte en verre. Une cloche a tinté. La chaleur m'a frappé comme un mur physique, sentant le gras de bacon et le vieux café. C'était l'odeur la plus merveilleuse du monde. J'ai trébuché à l'intérieur, la neige fondant de mes bottes, et j'ai regardé la femme derrière le comptoir. C'est à ce moment-là que ma vie a réellement commencé. La cloche au-dessus de la porte a de nouveau tinté alors que je trébuchais plus loin à l'intérieur. Mes pieds étaient comme des blocs de glace, lourds et insensibles. Le dîner était presque vide. Il était 3 heures du matin pendant un blizzard. Seuls les camionneurs et les insomniaques étaient de sortie. L'endroit ressemblait à une capsule temporelle des années 70. Des sols à damier, des banquettes en vinyle rouge rafistolées avec du ruban adhésif, et l'odeur de fumée de cigarettes rances qui persistait malgré les panneaux « Interdiction de fumer ». Derrière le comptoir se tenait une femme qui avait l'air de pouvoir soulever un semi-remorque. Elle avait les cheveux gris acier tirés en un chignon serré et un badge qui disait simplement « Betty ». Elle essuyait le comptoir avec un chiffon qui avait l'air plus vieux que moi. Elle a arrêté d'essuyer et m'a regardé de haut en bas. J'ai dû être un spectacle, tremblante violemment, la neige fondant en flaques autour de mes bottes, le visage enveloppé dans une écharpe, l'air égaré et désespéré. « On n'est pas un refuge, ma chérie », a dit Betty. Sa voix était comme du gravier dans un mixeur. Ce n'était pas méchant, juste factuel. « Tu veux t'asseoir ? Tu dois commander. » J'ai baissé l'écharpe. Mes lèvres étaient gercées et saignaient. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mes billets et pièces froissées. De l'eau chaude, ai-je chuchoté, ma voix à peine fonctionnelle. Juste de l'eau chaude, s'il vous plaît. Betty a regardé les 4,50 $ dans ma main tremblante. Elle n'a pas pris l'argent. Elle a regardé mes mains, rouges, à vif et tremblantes. Elle a regardé les cernes sous mes yeux. Elle a soupiré. Un son long et lourd. Remballe ça. Assieds-toi au bout du comptoir. Ne fais pas de dégâts. Je me suis effondré sur un tabouret. 1 minute plus tard, une épaisse tasse blanche a été placée devant moi. Ce n'était pas juste de l'eau. C'était du chocolat chaud avec une montagne de crème fouettée. Bois, a-t-elle ordonné. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse. La chaleur était si intense qu'elle a failli me brûler. Mais j'avais l'impression que la vie revenait dans mes veines. Je l'ai bu trop vite, me brûlant la langue. Mais je m'en fichais. Tu as un endroit où aller, a demandé Betty, s'appuyant contre la machine à soda. J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas mentir. Je n'en avais pas l'énergie. Voiture en panne. Sur la route. Parents ? Plus maintenant. Betty a hoché la tête. Elle n'a pas demandé l'histoire larmoyante. Elle n'a pas demandé les drogues ou les petits amis. Elle a simplement jugé la situation. Je dois nettoyer les bacs à graisse, a-t-elle dit soudainement. Et la vaisselle du dîner est toujours empilée parce que mon plongeur a encore appelé, ivre. C'est un travail sale. Ça sent l'enfer. J'ai levé les yeux vers elle. Je le ferai. Je ne peux pas te payer officiellement, a-t-elle dit, me regardant attentivement. Mais je peux te donner un hamburger, des frites, et tu peux dormir dans le débarras à l'arrière jusqu'à ce que la tempête passe. On a un lit de camp là-bas. Il fait chaud. Je le ferai, ai-je répété en me levant trop vite. La pièce a tourné. Montrez-moi où. Pendant les 4 heures suivantes, j'ai travaillé plus dur que jamais dans ma vie. J'ai gratté de la graisse figée sur des assiettes. J'ai récuré des casseroles noircies par la nourriture brûlée. L'eau chaude et le savon piquaient mes mains gercées, mais j'accueillais la douleur. Cela signifiait que je ressentais autre chose que le froid. À 7 heures du matin, Betty m'a dit d'arrêter. Elle a mis une assiette devant moi, un double cheeseburger, gras et magnifique, avec une pile de pommes de terre rissolées. Je l'ai mangé avec les mains, ignorant la fourchette. J'ai pleuré en mangeant, non pas parce que j'étais triste, mais parce que la nourriture était lourde et chaude dans mon estomac. Tu travailles bien, a dit Betty en me resservant du café. Tu as de l'énergie. La plupart des jeunes de ton âge se seraient plaints de l'odeur. J'ai besoin de l'argent, ai-je dit en m'essuyant la bouche. Ou de la nourriture, peu importe. Tu peux rester dans le débarras pendant une semaine, a décidé Betty.
Tu travailles le matin, de 6h à 14h, vaisselle et préparation. Je te donnerai 20 $ par jour, plus les pourboires si les serveuses se sentent généreuses. Et 3 repas. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que j'avais une fille, a dit Betty, son visage illisible. Elle est partie il y a 10 ans. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'espérais que si elle tombait sur un dîner quelque part, quelqu'un lui donnerait un fichu hamburger. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un lit de camp étroit dans une pièce remplie de sacs de farine et de boîtes de sauce tomate. Ça sentait la levure et la poussière. J'ai verrouillé la porte de l'intérieur. J'ai sorti les 47 $. Enfin, maintenant 43,50 $. Et j'ai lissé les billets sur le sol en béton. D'accord, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Sloan, la victime, est morte dans cette Honda. Ravi de vous rencontrer, nouvelle Sloan. J'ai dormi 12 heures d'affilée. 6 mois plus tard. La routine est une drogue puissante. Ma vie s'était réduite à une boucle gérable. Se réveiller dans le débarras, que je louais maintenant à Betty pour 50 $ par semaine. Me doucher dans les toilettes du personnel. Travailler pendant le rush du petit déjeuner. Manger. Travailler pendant le rush du déjeuner. Dormir. J'économisais tout. J'avais presque 2000 $ cachés dans une boîte de pêche et vidés dans le garde-manger. C'était un dimanche matin d'août. Le rush de l'église. Le pire service de la semaine. Le dîner était bondé de familles qui demandaient un supplément de sauce ranch et laissaient des tracts religieux en guise de pourboire. Je servais à table maintenant. J'étais rapide, efficace, et je ne souriais que si nécessaire. Puis le désastre a frappé. L'ancien système de points de vente, un terminal informatique beige de la fin des années 90, a émis un gémissement aigu et s'est figé. L'écran est devenu d'un vert maladif. Oh, pour l'amour de Dieu, a crié Betty en frappant le côté du moniteur. Pas maintenant. On a dit commande en attente d'être lancée. Les serveuses paniquaient. Les clients s'impatientaient. La file d'attente à la caisse s'allongeait jusqu'à la porte. Appelez le numéro d'assistance, a crié un des cuisiniers. Ils sont fermés le dimanche, a rugi Betty, prête à jeter la machine par la fenêtre. Je me suis approché du comptoir. Je lisais des livres de codage de la bibliothèque publique le soir. C'était juste quelque chose pour empêcher mon cerveau de pourrir. J'ai reconnu le code d'erreur qui clignotait dans le coin de l'écran. C'était un débordement de tampon mémoire. Poussez-vous, ai-je dit à Betty. Sloan, ne touche pas à ça. Tu vas l'abîmer encore plus. Il est déjà cassé. Betty, laisse-moi essayer. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai attrapé le clavier collant. J'ai appuyé sur CTRL plus Alt plus F4 pour fermer l'interface graphique et passer en ligne de commande. L'écran est devenu noir avec du texte blanc. Le client a regardé. Un homme en costume assis au comptoir a baissé son journal. J'ai tapé furieusement. Vider le DNS. Vider le cache. Redémarrer le service SQL. Reconstruire l'index. Mes doigts volaient sur les touches. Je ne devinais pas. Je comprenais la logique. La machine suffoquait sous trop de données. Elle avait juste besoin de respirer. J'ai appuyé sur Entrée. L'écran a clignoté. Le logo familier du logiciel du restaurant est apparu. L'imprimante de reçu s'est mise en marche et a craché le retard de commande. On est de retour en ligne, ai-je crié. Commande pour la table 4. La cuisine a applaudi. Betty m'a regardé comme si je venais d'accomplir un exorcisme. Où diable as-tu appris à faire ça? Dans les livres de la bibliothèque, ai-je dit, remettant mon carnet de commandes dans mon tablier, et sur YouTube. Je suis retourné verser du café. 10 minutes plus tard, l'homme en costume m'a fait signe. C'était un habitué. Il venait tous les dimanches, s'asseyait au même tabouret, commandait un café noir et du pain de blé sec. Il avait toujours un ordinateur portable ouvert. Plus de café, ai-je demandé, tendant la cafetière. Il a levé la main. Il était plus âgé, peut-être la fin de la quarantaine, avec des yeux vifs et une montre chère qui détonnait dans le dîner de Betty. Son nom était Félix. J'ai vu ce que tu as fait, a dit Félix. Sa voix était calme, mais intense. Ce n'était pas juste un redémarrage. Tu as navigué dans une invite de commande DOS.
Tu as redémarré manuellement le service de base de données. La machine est vieille, ai-je haussé les épaules. Son cache-mémoire est trop petit pour le volume du dimanche. J'ai juste débouché les tuyaux. Tu es serveuse, a-t-il affirmé. Je suis une survivante, ai-je corrigé. Le service paie le loyer. Félix a sorti une carte de visite de sa poche et l'a glissée sur le comptoir en formica. C'était un carton noir mat lourd avec des lettres argentées. Félix Thorne, Capital Risque et Solutions Logicielles. Je dirige une petite entreprise en ville, a-t-il dit. Nous construisons des systèmes back-end pour des entreprises de logistique. C'est un travail ennuyeux, sans prestige, et ça rapporte beaucoup d'argent. J'ai besoin de gens qui peuvent résoudre des problèmes sans attendre que la ligne d'assistance ouvre. J'ai regardé la carte, puis lui. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai même pas d'adresse permanente, techniquement. Je me fiche des diplômes, a dit Félix en prenant une gorgée de son café. Ce qui m'importe, c'est que tu n'as pas paniqué quand le système a planté. Tu l'as juste réparé. Appelle ce numéro. Si tu passes le test d'entrée, je te paierai 15 $ de l'heure comme stagiaire. 15 $. C'était le double de ce que je gagnais ici. Je ne peux pas travailler en journée, ai-je dit immédiatement. Je ne peux pas laisser Betty à court de personnel. Félix a souri. Alors travaille la nuit. Si tu le veux vraiment, tu ne dormiras pas, j'ai accepté l'offre. Pendant l'année suivante, ma vie est devenue un flou d'épuisement. Mon emploi du temps était brutal. Service au dîner de 6 h à 14 h. Trajet en bus jusqu'en ville. Stage de 15 h à 22 h. Trajet de retour en bus. Étudier jusqu'à 1 h du matin. Dormir 4 heures. Répéter. J'ai quitté le débarras de Betty et j'ai emménagé dans un studio au-dessus d'un prêteur sur gage. C'était à 20 minutes du dîner. Le loyer était de 600 $ par mois. La moquette sentait le chien mouillé et les voisins se criaient dessus tous les soirs, mais il y avait un verrou et une douche qui fonctionnaient. C'était le premier endroit qui était vraiment à moi. Travailler pour Félix n'était pas comme dans les films. Il n'y avait pas de montage de piratage cool. C'était un travail épuisant et répétitif. J'ai passé des semaines à nettoyer du code désordonné écrit par des développeurs paresseux. Je fixais des lignes de texte jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Félix était un professeur sévère. Il ne me félicitait pas. Il ne faisait que souligner les erreurs. Ce code est bâclé, Sloan, criait-il en pointant mon écran. Tu as imbriqué 3 boucles. C'est inefficace. Si ça tourne sur un serveur avec 1 million d'enregistrements, ça va planter. Recommence. Je suis fatigué, Félix, ai-je sèchement répondu une nuit. Il était minuit. J'étais debout depuis 5 heures. J'ai fait une erreur. Le compilateur se fiche que tu sois fatigué. Il a frappé la main sur le bureau. Le marché se fiche que tu sois fatigué. Tu veux retourner récurer des bacs à graisse. C'est ça ton plafond? Je me suis levé, prêt à démissionner. Mes nerfs étaient à vif. Je voulais lui crier dessus. Je voulais partir et juste dormir pendant une semaine. Mais ensuite, j'ai regardé le coin de mon moniteur. Collé au cadre en plastique se trouvait un billet de 20 $ bien net, un de 5 $ et deux de 1 $. Les 47 $. Je les avais gardés. Je les regardais tous les jours. C'était mon rappel. C'était le prix que ma mère avait mis sur ma vie. Si je démissionnais maintenant, elle avait raison. Si je partais parce que c'était trop dur, j'étais un mauvais investissement. Je me suis rassise. J'ai supprimé le code bâclé. J'ai recommencé à taper. Je vais le réparer, ai-je dit, ma voix stable. Et je vais l'optimiser pour qu'il s'exécute en 2 fois moins de temps. Félix m'a observé une seconde, une lueur d'approbation dans ses yeux avant de s'éloigner. Bien. Sur mon bureau demain matin. J'ai appris plus vite que les diplômés universitaires que Félix engageait parce que j'avais plus faim qu'eux. Il codait pour un salaire. Je codais pour la vengeance. À 20 ans, je n'étais plus stagiaire. J'étais développeuse junior. Je gagnais 45 000 $ par an. J'ai arrêté de travailler au dîner, mais j'y allais encore tous les dimanches matins pour aider Betty avec le rush, gratuitement. Elle a essayé de me payer, mais j'ai refusé. Elle m'avait sauvé la vie avec un hamburger. Je lui devais plus que de l'argent.
Mais gagner 45 000 $ n'était pas assez. Je vérifiais constamment mon compte bancaire. Si le solde tombait en dessous de 5 000 $, j'avais une crise de panique. J'achetais mes vêtements dans des friperies. Je mangeais des ramen instantanés. J'amassais chaque centime parce que je savais quelque chose que mes collègues ne savaient pas. Je savais à quelle vitesse le sol pouvait se dérober sous vos pieds. Un après-midi, Félix m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air sérieux. « Tu as fait du bon travail sur la base de données logistiques », a-t-il dit. « Mais tu te retiens. Tu fais juste ce que je te dis. L'argent réel ne se fait pas en suivant les ordres, Sloan. Il se fait en voyant des choses que les autres ne voient pas. » Il a fait pivoter son ordinateur portable. J'ai un client, un réseau hospitalier de taille moyenne. Leur système d'inventaire est un désastre. Ils perdent des millions en fournitures périmées. Ils veulent une solution. Personne dans mon équipe senior ne veut y toucher parce que c'est un gâchis. Il m'a regardé dans les yeux. Tu aimes le gâchis. Tu as vécu dans un débarras. Je te confie ce projet. Si tu échoues, tu es viré. Si tu réussis, je te donne 10% de la valeur du contrat et une promotion. Combien vaut le contrat? Ai-je demandé. 2 millions de dollars sur 5 ans. 200 000 $. C'était ma part. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de la peur. C'était de la faim. Donnez-moi les fichiers, ai-je dit. Si vous appréciez le parcours de Sloan, de la rue à la salle de conseil, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Commentez également ci-dessous de quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide cette histoire à toucher plus de gens. Merci beaucoup. Le projet de l'hôpital était un cauchemar, ce qui était exactement la raison pour laquelle c'était mon billet d'or. Pendant 3 mois, j'ai pratiquement vécu au sous-sol administratif de l'hôpital. Je sentais l'antiseptique et le café de distributeur automatique. Leur système était un labyrinthe de pistes papier et de feuilles Excel de 2005. Les infirmières accumulaient des fournitures dans les faux plafonds parce que le système d'inventaire était si peu fiable qu'elles craignaient de manquer de poches de perfusion pendant les urgences. Je n'ai pas seulement écrit du code. J'ai suivi les infirmières. J'ai observé la chaîne d'approvisionnement. J'ai construit un système qui n'était pas seulement une base de données. C'était un algorithme prédictif. Il savait quand une vague de grippe arrivait avant même les médecins, juste en se basant sur l'augmentation de l'utilisation de sérums physiologiques. Quand j'ai présenté la version finale au conseil d'administration de l'hôpital, j'avais 22 ans. Je portais un costume que j'avais acheté dans un magasin d'usine, mais je me tenais droite. Ce système vous fera économiser 4 millions de dollars la première année en éliminant le gaspillage et les commandes d'urgence, ai-je dit au conseil. Ils étaient sceptiques. Puis j'ai lancé la simulation. La pièce est devenue silencieuse. Félix a signé le contrat une semaine plus tard. Ma part, la commission qu'il m'avait promise, est arrivée sur mon compte bancaire un mardi. 215 000 $. J'ai fixé le chiffre sur l'écran de mon téléphone. J'ai rafraîchi l'application. Je me suis déconnecté et reconnecté. Il était toujours là. Pour la première fois en 4 ans, le nœud dans ma poitrine s'est desserré d'une fraction, mais seulement d'une fraction. Je ne suis pas sorti acheter une Porsche. Je n'ai pas emménagé dans un Penthouse. J'ai gardé ma Honda rouillée. J'avais réparé le démarreur. Je suis resté dans mon studio, bien que j'ai acheté un meilleur matelas. La mentalité de la rareté est une cicatrice qui ne s'efface jamais vraiment. J'ai regardé cet argent et je n'ai pas vu de luxe. J'ai vu une forteresse. J'ai vu 5 ans de loyer. J'ai vu 10 ans de nourriture. J'ai vu la sécurité. Mais avec la sécurité est venue la curiosité. Une curiosité dangereuse. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 4 ans. Je ne savais pas s'ils étaient morts ou vivants, riches ou pauvres. J'ai engagé un détective privé, pas un détective d'entreprise haut de gamme, juste un gars nommé Miller qui travaillait dans un centre commercial et facturait 50 $ de l'heure. Je veux juste un aperçu financier, lui ai-je dit. Actif, passif, situation de vie. Ne prenez pas contact. 2 semaines plus tard, Miller m'a remis un dossier manille. Je l'ai ouvert, assise dans ma voiture. Ils l'avaient fait. Ils avaient acheté la maison au bord du lac. Il y avait une photo d'elle, un vaste domaine victorien de 3 étages juste au bord de l'eau à Traverse City.
C'était magnifique. C'était tout ce dont Pamela avait toujours parlé. Mais ensuite, j'ai tourné la page pour voir le résumé financier. Hypothèque, 1,2 million de dollars. Paiement mensuel, 8 000 dollars. Utilisation de la carte de crédit, 95%. Location de voiture, 2 VUS Mercedes-Benz, en location. Il vivait le rêve, mais il se noyait pour le payer. Le rapport notait que Walter avait pris une retraite anticipée pour gérer ses investissements, ce qui était un euphémisme pour « au chômage ». Pamela vendait des produits de soins de la peau haut de gamme pour une société de marketing multiniveau. En gros, un système pyramidal avec un meilleur emballage. Ils étaient des propriétaires pauvres. Ils avaient le manoir, mais ils mangeaient probablement des macaronis au fromage générique à l'intérieur. J'ai ressenti une vague de sombre satisfaction. Ils avaient des difficultés. Mais ensuite, j'ai regardé la dernière photo du dossier, et ma satisfaction s'est transformée en une rage glaciale. La photo avait été prise de loin, probablement d'une voiture garée dans la rue. Elle montrait la cour avant de la maison du lac. Pamela était assise sur le porche enveloppant dans un fauteuil en osier, tenant un verre de vin. Elle avait l'air royale, comme la reine du château. Mais en arrière-plan, près du garage, il y avait une fille. Elle avait l'air d'avoir environ 16 ans. Elle était à genoux, frottant les taches d'huile sur l'allée avec une brosse. Elle portait des vêtements amples et usés qui ressemblaient étrangement aux vieux vêtements que j'avais laissés derrière moi. « Qui est-ce » ai-je demandé à Miller en montrant la fille. « C'est la fille d'accueil » a dit Miller en mâchant un cure-dent. Son nom est Maya. Les dossiers de l'État montrent qu'ils l'ont prise en charge environ 6 mois après votre départ. Ils reçoivent une allocation mensuelle de l'État pour l'accueillir. Mon sang s'est glacé. Ils ne m'avaient pas remplacé parce qu'avoir une fille leur manquait. Ils m'avaient remplacé parce qu'ils avaient besoin d'un revenu. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis devenu une harceleuse sur Internet. Ce n'était pas difficile de trouver Maya. Les enfants laissent des empreintes numériques partout. J'ai trouvé son Instagram. Il était privé, mais j'ai créé un faux compte, un profil d'amateur de photographie, et j'ai demandé à la suivre. Elle a accepté en moins d'1 heure. Son fil d'actualité était un appel à l'aide déguisé en angoisse adolescente. Il n'y avait pas de photos de vacances en famille. Pas de selfies avec papa et maman. C'était surtout des photos artistiques du lac, généralement prises depuis la fenêtre de ce qui semblait être le grenier. J'ai fait défiler 3 ans en arrière. Une publication d'il y a 2 ans. Légende, reconnaissante d'avoir un toit sur la tête, même si le prix est d'être la femme de ménage. Une publication d'il y a 6 mois. Photo d'une pile de linge. Légende, elle dit que si je ne finis pas ça avant midi, je ne peux pas aller à la bibliothèque. Ambiance Cendrillon, lol. Une publication de la semaine dernière. Une publication de texte sur fond noir. Elle m'a dit que j'ai de la chance qu'il me supporte parce que personne d'autre ne voulait de moi. Parfois, je pense qu'elle a raison. J'ai claqué mon ordinateur portable. Je tremblais. C'était le même scénario. Pamela n'avait pas changé. Elle utilisait juste un nouvel acteur pour sa pièce. Elle prenait l'argent de l'aide de l'État pour cette fille pour payer le leasing de sa Mercedes. Et en échange, elle détruisait l'estime de soi de Mia, comme elle avait détruit la mienne. Elle disait à Maya qu'elle était indésirable pour la garder docile, pour la faire travailler, pour que le chèque continue d'arriver. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais dangereuse. Pendant 4 ans, mon objectif avait été de survivre. De leur prouver qu'ils avaient tort en existant. Mais voir Maya sur cette allée a changé les paramètres de la mission. La survie n'était plus suffisante. Je devais les démanteler. J'ai appelé Félix le lendemain matin. Je veux pivoter, ai-je dit. Les systèmes d'inventaire, c'est bien, mais je veux me lancer dans la finance, plus précisément l'acquisition de dettes. Félix a fait une pause à l'autre bout du fil. C'est un nid de requin, Sloan. Pourquoi cet intérêt soudain pour la finance? Parce que, ai-je dit en fixant la photo de Maya qui frottait l'allée, j'ai réalisé que certaines dettes doivent être recouvrées. À 24 ans, j'avais lancé ma propre société de niche sous l'égide de Félix. Nous l'avions appelée Phoenix Holdings. Notre modèle économique était sans prestige, mais incroyablement rentable. Nous achetions des créances douteuses auprès de banques régionales. Lorsqu'une banque a un prêt qui n'est pas remboursé, une hypothèque, un prêt commercial,
une ligne de crédit cela devient un passif dans ses livres. Elles détestent ça. Elles veulent juste s'en débarrasser pour pouvoir passer leurs audits. Alors, elles regroupent ces mauvais prêts et les vendent à des investisseurs pour une bouchée de pain. J'étais l'investisseur. J'ai acheté le papier. Je suis devenu la banque. Je pouvais restructurer le prêt pour aider la personne ou je pouvais saisir et prendre la garantie. J'étais doué pour ça parce que je comprenais le désespoir. Je pouvais regarder un dossier et faire la différence entre une bonne personne qui traverse une mauvaise année et un escroc qui essaie de jouer le système. J'ai passé des mois à constituer mon capital. J'ai réinvesti chaque dollar. Je valais près de 2 millions de dollars sur le papier, mais je conduisais toujours ma Honda. J'attendais une occasion spécifique. J'avais Miller, mon détective privé, qui surveillait la banque qui détenait l'hypothèque de la maison du lac. C'est arrivé en novembre. Ils ont manqué un paiement. Miller m'a envoyé un texto. 30 jours de retard. Un mois plus tard. 60 jours de retard. La banque a transféré le prêt à sa division des actifs spéciaux. C'était le signal. J'ai organisé une réunion avec le vice-président de cette banque. C'était une petite banque régionale, du genre qui avait peur des mauvais rapports trimestriels. Je suis entré dans son bureau vêtu d'un tailleur noir impeccable. Je ne ressemblais plus à la fille sans abri. Je ressemblais à l'argent. Je cherche à acquérir une tranche spécifique d'hypothèque résidentielle à haut risque dans le nord du Michigan, lui ai-je dit. Je suis prêt à payer en espèces et je peux conclure en 48 heures. Le vice-président avait l'air soulagé. Il m'a remis une liste d'actifs en difficulté. J'ai parcouru la feuille de calcul. Mon doigt a tracé les lignes jusqu'à ce que je la trouve. Adresse de la propriété, 1402 Lakeside Drive. Emprunteur, Walter et Pamela Bennett. Statut, 90 jours de retard. Solde impayé, 1,1 million de dollars. Je prends ce lot, ai-je dit en encerclant le groupe qui comprenait la maison de mes parents. Excellent, a dit le vice-président, se demandant probablement pourquoi je voulais un tas de prêts pourris. Nous pouvons préparer les documents pour demain. Le lendemain, j'ai viré l'argent. Je me suis assise dans mon bureau, tenant l'acte de fiducie. Ce n'était qu'un morceau de papier, mais il semblait plus lourd que du plomb. Techniquement, je ne possédais pas encore la maison. Mais je possédais la dette. Je possédais le droit d'exiger le paiement. Je possédais le pouvoir de dire que le temps était écoulé. J'étais leur créancier et ils n'en avaient absolument aucune idée. J'ai regardé le calendrier. Noël approchait. Cela semblait être le moment idéal pour envoyer une carte de vœux. J'ai appelé mon avocat. Rédiger une lettre de mise en demeure pour la propriété Bennett, un avis de défaut, et trouver un moyen de contacter la mineure vivant dans la maison. Maya. J'ai un programme de bourse que je veux lui offrir. La première phase d'une prise de contrôle hostile consiste à couper les lignes de vie des cibles. J'ai envoyé la lettre de mise en demeure par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats tiers afin que mon nom n'apparaisse pas. C'était une formule standard. Vous êtes en défaut de paiement. Payez la totalité des arriérés de 24 000 $ dans les 10 jours, sinon nous accélérons le prêt. Accélérer le prêt signifiait exiger le $1 million entier immédiatement. Selon les rapports de Miller, la panique s'est installée à la maison du lac. Pamela était frénétique. Elle a essayé d'emprunter de l'argent à ses amis, mais elle avait brûlé ses ponts il y a des années avec son arrogance. On ne peut pas passer une décennie à se vanter de sa richesse et ensuite demander à emprunter 5 000 $ sans que les gens ne posent des questions. Walter, dans un éclair de génie désespéré, a décidé de jouer. Il a pris le reste de leurs économies liquides, de l'argent qui aurait dû aller à l'hypothèque, et l'a investi dans une nouvelle crypto-monnaie que son ami gourou de l'investissement lui a recommandée. Il pensait pouvoir transformer 20 000 $ en 100 000 $ du jour au lendemain et sauver la maison. C'était un jeu de désespoir classique. Et comme tous les jeux de désespoir, il a échoué. La pièce s'est effondrée 3 jours plus tard. Leurs 20 000 $ se sont transformés en 14 cents. Pendant qu'ils se noyaient, j'ai jeté une bouée de sauvetage à la seule personne dans cette maison qui comptait. J'ai fait contacter la conseillère d'orientation de l'école par mon avocat. Nous avons mis en place une bourse fiscale anonyme pour les jeunes défavorisés. L'offre était simple, une bourse complète pour un bootcamp de codage en Californie, incluant le logement, le billet d'avion et une allocation de subsistance. Cela commençait le lendemain de son 18e anniversaire, qui n'était que dans 2 semaines.
Maya a accepté immédiatement. J'ai vu l'email de confirmation. Elle faisait ses valises. J'ai imaginé la conversation à la maison du lac. Pamela a probablement crié que Maya était ingrate de partir. Elle a probablement réalisé qu'une fois que Mia aurait 18 ans et partirait, l'échec de l'État s'arrêterait. Les murs se refermaient. 10 jours se sont écoulés. Pas de paiement de mes parents. J'étais assise dans mon bureau quand mon avocat a appelé. Le délai est passé, Sloan. Ils n'ont pas payé. Ils ont envoyé une lettre demandant une prolongation pour difficulté, invoquant une volatilité inattendue du marché. Refusé, ai-je dit instantanément. Lancez la saisie. Je les veux dehors. C'est l'hiver, Sloan, m'a prévenu mon avocat. Les juges n'aiment pas les expulsions en hiver. Ils ont 2 Mercedes louées dans l'allée et du vin dans la cave, ai-je dit froidement. Ils ne sont pas démunis. Ils sont en défaut de paiement. Procédez. Le processus de saisie prend généralement des mois, mais lorsque vous êtes la banque et que vous êtes prête à payer pour un traitement juridique accéléré, les choses vont plus vite. De plus, Pamela et Walter ont ignoré les citations à comparaître. Ils l'ont ignoré parce qu'ils se croyaient au-dessus de ça. Ils pensaient que s'ils ignoraient simplement le courrier, ce n'était pas réel. Ils vivaient dans une illusion où les mauvaises choses n'arrivent qu'aux autres. Des gens comme leur fille ratée. Le shérif est arrivé un mardi matin gris de janvier. Je n'étais pas là, mais Miller m'a envoyé la vidéo. Un shérif adjoint a frappé à la porte. Walter a répondu, l'air gris et malade. Il a essayé d'argumenter. Il a montré la maison comme s'il ne pouvait pas croire que cela lui arrivait. Puis Pamela est sortie. Elle n'était plus la reine royale. Elle criait. Elle a menacé de poursuivre le shérif. Elle a crié qu'elle connaissait le maire. Le shérif leur a simplement remis l'ordre d'expulsion. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux avant que les serrures ne soient changées. 24 heures. Ils se sont dépêchés. Ils ont rempli leur VUS loué de vêtements, de bijoux et d'argenterie. Ils ne pouvaient pas prendre les meubles. Ils ne pouvaient pas prendre les œuvres d'art. Et le meilleur, Maya était déjà partie. Son anniversaire avait eu lieu 2 jours auparavant. Un service de voiture payé par mon fonds de bourse l'avait récupérée à minuit. Elle était déjà à San Francisco, en sécurité, au chaud et loin de la toxicité de Pamela. Pamela avait perdu sa maison et sa source de revenus la même semaine. Miller a rapporté qu'il s'était installé dans un motel à la périphérie de la ville. Pas un bel hôtel, un motel où le panneau clignotait et où il facturait à la semaine. C'était poétique. Il vivait maintenant la vie dans laquelle il m'avait forcé il y a 7 ans. Techniquement, lorsqu'une maison est saisie, elle est mise aux enchères publiques. Mais la banque fixe l'enchère de départ. Et si personne n'égale la dette impayée, la propriété revient à la banque. J'ai fixé l'enchère de départ au montant exact de la dette, 1,1 million de dollars. Personne sur le marché local n'allait payer ça en espèces un mardi matin pour une maison avec des dossiers d'entretien douteux. Alors, j'ai gagné. Ou plutôt, Phoenix Holdings LLC a gagné. Je me tenais au bureau du greffier du comté pendant que mon avocat signait les derniers documents. Félicitations, a dit le greffier en tamponnant l'acte de propriété. C'est une belle propriété. Dommage pour les anciens propriétaires. J'ai entendu dire qu'ils ont tellement ruiné leur crédit qu'ils ne peuvent même pas louer un hall. J'ai pris l'acte. Le papier était impeccable. Oui, ai-je dit. Vraiment dommage. J'ai passé le mois suivant à rénover. Je n'ai pas emménagé immédiatement. J'ai engagé des équipes pour enlever le papier peint que Pamela avait choisi. J'ai arraché la moquette sur laquelle elle avait marché. Je voulais purger la maison de leur énergie. J'ai installé un système de sécurité de pointe. Grille, caméra, détecteur de mouvement. J'ai emménagé le jour de mon 25e anniversaire, le 3 mars. Exactement 7 ans jour pour jour depuis mon départ. Je me suis assise dans le salon, écoutant le silence. Ça ne ressemblait pas encore à une maison. Ça ressemblait à un trophée. Miller m'a dit que Pamela et Walter devenaient désespérés. L'argent du motel s'épuisait. Les voitures louées avaient été saisies. Ils disaient à quiconque voulait l'entendre qu'ils étaient victimes d'une erreur bancaire massive et qu'ils seraient réintégrés d'un jour à l'autre. Ils ont entendu des rumeurs, bien sûr. Les petites villes parlent. Ils ont entendu qu'un jeune investisseur en technologie avait acheté la maison.
Et cela nous ramène à ce soir, à la pluie, à la grille. Ils ne savaient pas que c'était moi. Ils savaient juste que quelqu'un de riche vivait ici. Et ils étaient assez arrogants pour penser qu'ils pourraient s'introduire par le charme. Ouvrez la grille, ai-je dit dans l'interphone. Les lourdes grilles en fer ont grincé et se sont ouvertes lentement. Pamela et Walter ont hésité. Ils se sont regardés. Je pouvais voir l'espoir s'allumer dans leurs yeux. Ils pensaient probablement que le nouveau propriétaire était un étranger ignorant qu'ils pourraient manipuler. Peut-être qu'ils prévoyaient d'offrir leurs services comme gardiens de la propriété qu'ils possédaient autrefois. Ils ont commencé la longue marche sur l'allée. La pluie était incessante. Ils étaient trempés jusqu'aux os. Walter boitait légèrement. Je les ai observés depuis la fenêtre. Ils avaient l'air petits. Quand j'avais 18 ans, ils ressemblaient à des géants. Ils détenaient toutes les cartes. Ils contrôlaient la nourriture, le logement, l'amour. Maintenant, traînant les pieds sur mon allée dans la boue. Ils ressemblaient juste à deux personnes d'âge moyen fauchées qui avaient fait une série de terribles choix de vie. Ils ont atteint le porche d'entrée. Je les ai laissés là un moment, frissonnant sous l'auvent. J'ai ouvert la massive porte d'entrée en chêne. Je portais un chemisier en soie blanc et un pantalon noir. Mes cheveux étaient coupés en un carré net. Je tenais mon verre de vin dans une main. Ils ont levé les yeux. Pendant 10 secondes, il n'y a eu que le bruit de la pluie. Pamela a cligné des yeux. Elle a plissé les yeux, l'eau dégoulinant de son nez. Son cerveau refusait simplement de traiter l'image. Sloan, a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas une question. C'était un dysfonctionnement. Bonjour, mère, ai-je dit, ma voix calme. Vous dégoulinez sur mon porche. Toi, a balbutié Walter. Tu travailles ici? Pour le nouveau propriétaire? J'ai pris une gorgée de vin. Je suis la propriétaire, papa. Et la prêteuse. Et la personne qui a autorisé votre expulsion. Pamela a poussé un son comme un pneu qui se dégonfle. Elle s'est agrippée au cadre de la porte pour se soutenir. C'est impossible. Tu es une serveuse. Tu es droguée. Je possède une société de capital investissement, ai-je corrigé. Je suis spécialisé dans les actifs en difficulté. Et laissez-moi vous dire, votre portefeuille était très en difficulté. Le choc sur le visage de Pamela s'est instantanément transformé en autre chose. C'était terrifiant la vitesse à laquelle elle changeait de masque. La confusion a disparu, remplacée par une chaleur maladive et désespérée. Slow, a-t-elle crié, faisant un pas vers moi, les bras ouverts. Oh mon Dieu, Walter, regarde. C'est notre fille. Elle a réussi. Je t'avais dit qu'elle en était capable. Elle a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai reculé d'un pas, ne me touche pas. Tu es mouillé et c'est de la soie. Pamela s'est figée, les bras toujours levés. Ma chérie, s'il te plaît. Nous avons été si inquiets pour toi. Nous avons perdu contact. Nous ne savions pas comment te trouver. Tu as bloqué mon numéro, ai-je dit. Et tu as dit à toute la ville que j'étais une toxicomane. Nous essayions de te protéger, a-t-elle menti sans effort. Nous avons dû utiliser l'amour vache. Et regarde, a-t-elle fait un geste vers la maison. Ça a marché. Tu as réussi. Nous t'avons rendue forte. Nous avons fait ça pour toi. J'ai failli rire. C'était à couper le souffle. La gymnastique mentale nécessaire pour s'attribuer le mérite de mon succès tout en étant sous la pluie parce que je les avais expulsés. Vous pensez mériter du crédit, ai-je demandé. Entrez. Juste dans le hall. J'ai quelque chose à vous montrer. Ils sont entrés dans le hall. Ils ont regardé autour d'eux avec avidité, leurs yeux évaluant les rénovations, calculant la valeur. Je me suis dirigé vers une petite table près de la porte. Sur celle-ci se trouvait un document encadré. Vous souvenez-vous de mon 18e anniversaire, ai-je demandé. C'était une journée difficile, a marmonné Walter en regardant ses chaussures. Nous étions sous beaucoup de stress. Vous m'avez fait un sermon sur le RSI, ai-je dit. Retour sur investissement. Vous m'avez appelé un mauvais investissement. Vous avez dit que vous limitiez vos pertes. J'ai pris le cadre. À l'intérieur, pressé derrière un verre de protection anti-UV, se trouvaient les billets qu'il m'avait donnés.
2 billets de 20, 1 de 5, 2 de 1. 47 $, ai-je dit. Sloan, s'il te plaît, a supplié Pamela, sa voix se brisant. Nous sommes tes parents. Nous sommes sans abri. Nous dormons dans une voiture. Tu as tout cet espace. Nous pouvons rester dans la maison d'amis. Nous pouvons t'aider à gérer le domaine. Nous sommes une famille. Famille, ai-je répété. Non. Dans cette maison, on parle affaires. C'est vous qui me l'avez appris. J'ai reposé le cadre. J'ai aussi fait les comptes pour vous, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Vous êtes une mauvaise créance. Vous êtes un passif. Vous avez pris un enfant, moi, et l'avez traité comme une action qui ne performait pas. Puis vous avez pris Maya et l'avez traité comme une source de revenus. Pamela a pâli. Comment sais-tu pour Maya? C'est moi qui l'ai envoyée en Californie, ai-je révélé. C'est grâce à moi que votre allocation a cessé d'arriver. Pamela avait l'air d'avoir été giflée. Maintenant, ai-je continué, je crois qu'il faut régler les comptes. Vous m'avez donné une indemnité de départ lorsque vous avez mis fin à notre relation. Il est juste que je fasse de même. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti une enveloppe. Je l'ai tendue à Walter. Il l'a prise avec des mains tremblantes. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient 47 $. Qu'est-ce que c'est, a-t-il chuchoté. C'est votre RSI, ai-je dit. Je vous rends votre capital initial. Le reste, les millions que j'ai gagnés, c'est ma part. Je l'ai construite à partir de zéro. Vous n'obtenez pas de dividendes sur un investissement que vous avez vendu il y a 7 ans. Tu ne peux pas faire ça. A crié Pamela, le masque tombant enfin complètement. Son visage s'est tordu en une grimace laide que je me souvenais de mon enfance. Je t'ai donné la vie. Espèce de petite ingrate. C'est ma maison. J'ai choisi ce papier peint. Et j'ai payé pour le faire arracher, ai-je dit froidement. C'était de mauvais goût. J'ai appuyé sur un bouton sur le mur. Sécurité, faites sortir les intrus. 2 grands hommes en imperméable sont sortis de l'ombre du couloir. Ils attendaient. Non, a hurlé Pamela alors qu'un des gardes lui attrapait le bras. Tu ne peux pas. Les gens le sauront. Je dirai à tout le monde quel monstre tu es. Vas-y, ai-je dit. Dis-leur. Dis-leur la vérité. Dis-leur que tu as élevé un requin. Walter n'a pas résisté. Il m'a juste regardé, les larmes coulant sur son visage. Sloan, je suis désolé. Je sais que tu le hais, papa, ai-je dit. Tu es désolé d'avoir parié sur le mauvais cheval. Au revoir. J'ai regardé depuis le seuil de la porte alors que la sécurité les traînait sur l'allée. Pamela donnait des coups de pied et criait tout le long. Walter marchait simplement, vaincu, dans l'obscurité. Ils ont disparu derrière la grille. Les barreaux de fer ont claqué. J'ai verrouillé la porte d'entrée. Je suis allé dans la cuisine. Assise à l'îlot, buvant une tasse de chocolat chaud, se trouvait Maya. Elle était revenue de Californie pour le week-end pour être là pour ça. Elle avait l'air en bonne santé. Ses cheveux étaient propres, ses vêtements étaient neufs, et elle souriait. Est-ce qu'ils t'ont vu, ai-je demandé. Non, a dit Maya. Je suis resté à l'arrière comme tu l'as dit. Est-ce qu'elle a crié? Comme une banshee, ai-je dit en me versant un nouveau verre de vin. Bien, a dit Maya avec méchanceté. Puis elle m'a regardé. Tu vas bien? J'y ai réfléchi. Est-ce que j'allais bien? Je venais d'expulser mes parents. Je venais de les regarder supplier et de les renvoyer. Selon toute définition standard de la moralité, j'étais une méchante. Mais ensuite j'ai regardé Maya. J'ai regardé la maison qui était sûre et chaude. J'ai regardé mon compte bancaire, qui ne tournait plus autour de zéro. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. Mes parents ne s'en sont jamais remis. Ils ont divorcé 1 mois plus tard. Pamela a déménagé en Floride pour vivre avec une cousine éloignée qu'elle a finalement aliénée aussi. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme hôtesse d'accueil dans un Walmart, vérifiant les reçus à la porte. Walter a emménagé dans une résidence pour personnes âgées subventionnée par l'État. Il m'envoie des lettres parfois. Je ne les ouvre pas. J'ai gardé la maison du lac. J'ai transformé l'aile des invités en un logement temporaire pour les filles qui sortent du système de placement familial.
Des filles comme Maya, des filles à qui on a dit qu'elles étaient des erreurs sans valeur. Je leur apprends à coder. Je leur apprends à investir. Mais surtout, je leur apprends à s'estimer pour que personne ne puisse jamais les liquider. J'ai regardé les 47 $ encadrés dans le hall une dernière fois avant d'éteindre les lumières. Certaines personnes disent que la vengeance est vide. Elles disent qu'elle n'apporte pas la paix. Je ne suis pas d'accord. La vengeance est un plat qui se mange froid, avec un accompagnement d'indépendance financière et une vue sur le lac. Alors, dites-moi honnêtement, ai-je été trop cruel en achetant leur maison et en les regardant se faire traîner dehors comme des ordures? Ou était-ce le parfait retour sur investissement pour l'enfance pourrie qu'ils m'ont donnée? Merci d'avoir écouté cette histoire de karma ultime. Si vous avez apprécié de voir le mauvais investissement devenir le patron, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et aimer cette vidéo. Cela m'aide à partager plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.